De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler des outils. Lorsqu'on fait le reconditionnement de la douleur, beaucoup d'outils nous sont proposés. Il y en a évidemment qui lisent le livre de Alan Gordon et qui disent concrètement, que nous propose-t-il? Pas tant d'outils que ça. Le repérage somatique, me rassurer, c'est pas très rassurant. C'est pas très rassurant. Si je fais des repérages somatiques, puis je me rassure, puis j'ai confiance dans le processus, ça va fonctionner. C'est pour ça que je parle souvent de Alan Gordon, parce que la simplicité du livre peut être déceptive. C'est un livre qu'il faut lire et relire, apprivoiser. On ne peut comprendre le livre en une seule lecture. C'est pour ça que j'en reparle souvent, même si c'est en français. Quand je vous propose des livres en anglais, je fais des résumés parce que l'idée de la chaîne, justement, c'est de s'adresser à des gens qui n'ont pas accès au matériel en anglais. Mais là, récemment, c'est ça, j'ai lu le livre Bye Bye Douleur chronique de Lily Road et je me demande à quel point je devrais vous en parler puisque il est disponible en français. Vous pouvez le lire vous-même, vous faire votre propre idée. Je voudrais vraiment adresser un point central du livre. Quel est ce point central? Beaucoup d'outils vont vous être proposés dans ce livre. Si vous trouvez que Alan Gordon, Sarno, c'est trop mince, il n'y a rien de concret, là, vous allez peut-être vous sentir noyé un peu sous une espèce de tsunami d'outils. Des outils en veux-tu, en voilà. Il va y en avoir des outils, là. Qu'est-ce qu'on fait avec les outils? Je vais vous lire un extrait du livre qui était à la toute fin. Donc, j'imagine que ça doit être assez important dans le livre. Ce qu'elle nous dit, je l'ai choisi parce que ça reflète mon expérience personnelle également. Que nous dit-elle? C'est à la page 646. Lorsque j'ai compris ce qu'était la douleur neuroplastique, je me suis astreinte à un programme strict d'écriture, de marche, de yoga, de méditation, plusieurs heures par jour. J'en oubliais de vivre. J'essayais de manger mieux, de dormir plus. Finalement, je m'épuisais à chercher comment me libérer de l'emprise psychologique de mes douleurs. Ah ah. C'est lorsque j'ai arrêté de chercher que j'ai trouvé. Et ça reflète exactement mon expérience personnelle. Au début, quand j'ai commencé le reconditionnement de la douleur, j'ai été exposé à plusieurs outils comme la cohérence cardiaque, la relaxation de Jacobson, le repérage somatique, évidemment, etc. La liste continue. NLP, méditation, yoga. Et c'est ça que je faisais. Auto-hypnose, peu importe. Il y en a qui me viennent en tête. Là. Je pourrais faire une liste de 20 environ. Je me levais le matin, cohérence cardiaque. Méditation. Ah, une sensation dans le genou. Repérage somatique. Aller marcher. Et là, je mesurais à quel point je marchais. Hier, j'ai marché 15 minutes. Aujourd'hui, j'ai marché 16 minutes. 17 minutes. Et je comptais. Pour faire l'exposition graduelle. Y aller très graduellement. Très progressivement. Tout était calculé comme ça. Je mangeais mieux. Je fasse attention à mon sommeil, comme elle disait. Est-ce que c'est mauvais faire ça? Non. Moi, je vois le reconditionnement de la douleur comme un processus avec des saisons. Et ça, c'est souvent le début. Je crois que c'est une phase normale du processus. Je crois que les outils m'ont aidé jusqu'à un certain point. Ces outils-là sont mieux que l'alternative. Quoi? Être couché en boule, puis pleurer, puis je ne sortirai jamais, j'ai mal. Là, on se lève, on fait de la cohérence cardiaque, on fait de la méditation. C'est mieux que l'alternative. C'est sûr, c'est mieux.
Mais c'est, si on veut, le printemps. C'est une saison du reconditionnement de la douleur. Et plus le processus avançait, personnellement, moi, plus je me débarrassais d'outils. Pas tout d'un coup, je ne vous dis pas de prendre la boîte à outils et de la lancer dans les poubelles. On commence. Premièrement, ce qu'elle nous dit dans le livre, c'est que elle nous demande quels outils allez-vous utiliser. Vous n'allez pas évidemment utiliser tous les outils, il y en a énormément. Donc lorsque vous avez des livres comme ça, comme le livre de Schubiner aussi en Learner Paint, il y a beaucoup d'outils. Voyez ça un peu comme un buffet à volonté. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut obéir à la lettre dans l'ordre dans lequel les outils nous sont présentés. C'est un buffet à volonté. Elle nous demande quels outils lesquels vous attirent, lesquels allez-vous utiliser. Moi, je me suis fait une belle boîte à outils. Et là, plus le processus avançait, plus ah, ça-là, je n'ai pas vraiment besoin. Ah, ça-là, j'en ai pas vraiment besoin. Je me débarrassais d'outils. Est-ce qu'on se débarrasse d'outils dans le vide? Absolument pas. Il faut que les outils soient remplacés par quelque chose d'autre. Par quoi? Par vivre le plus normalement possible. Plus je me débarrassais d'outils, on voit ici les outils qui diminuent, plus mes activités normales augmentaient. On commence à marcher dans la rue, au lieu de calculer son temps, on voit un voisin. Hello, ils sont en train de planter des fleurs. Ah, laisse-moi t'aider, je vais t'aider à planter des fleurs. On se penche. On ne réfléchit plus. On n'est plus en train de mesurer combien de temps on marche. Ah, attends, je vais me visualiser avant de me pencher pour être sûr que mon cerveau a apprivoisé la motion. Ah, laisse-moi faire un repérage somatique. Apprendre à mon cerveau que c'est correct de se pencher. Quelqu'un est en train de planter des fleurs. On plante des fleurs. On parle. On retourne à la vie normale, le plus normal possible. Si la personne vous invite à planter des fleurs, vous dites pas, oh non, pas aujourd'hui, vous faites ce que vous pouvez, vous plantez autant de fleurs que vous pouvez. Et c'est vraiment ça qui est plus important que les outils. Vivre le plus normalement possible. Les outils même, je peux vous avertir, peuvent être contre-productifs à un certain point du processus. Si vous, après une longue période de temps, vous êtes encore en train de vous lever, je fais ma cohérence cardiaque, je fais ma méditation, je fais mon repérage somatique, le cerveau va commencer à se dire je dois être brisé. Il est toujours en train d'essayer de me réparer avec des outils. Je dois être malade. Il est toujours en train de me guérir avec des techniques. Moi, c'est ça mon expérience. C'est que le cerveau comprend ce message-là quand on se sert trop d'outils. Et lorsque vous commencez à vivre normalement, et là que quelqu'un vous demande de planter des fleurs, vous commencez à planter des fleurs, vous parlez, vous riez, rire le plus possible. Légèreté, rire, amusement, il faut retrouver la joie de vivre. Comme ça. La joie de vivre. Si vous plantez des fleurs avec le voisin, votre cerveau se dit waouh, il doit être normal, il est en train de faire des choses normales. C'est vraiment ça le meilleur message à donner à notre cerveau. Maintenant, est-ce qu'on peut faire le reconditionnement de la douleur avec zéro outil? Non. Mais c'est là que il y a des outils pour moi qui sont carrément des outils, mais il y a des outils qui sont plus flous. Est-ce que c'est des outils? Pas autant là, que de la cohérence cardiaque et de la méditation et tout ça. Il y a des choses qu'on fait déjà. Des outils dont on se sert déjà, mais mal. L'exemple le plus flagrant pour moi, c'est la visualisation. Beaucoup de gens vont dire « Ah non, moi je ne me sers pas de l'outil de la visualisation. » Tout le monde fait de la visualisation. Je parlais à quelqu'un hier, et puis il disait
si je réussis. Ah, si je réussis à éliminer mes symptômes. Et ça, c'est vraiment important. Plus important que les outils. Changer son attitude mentale. C'est de la visualisation, ça, négative. Vous visualisez le doute. Si je réussis. Il faut de plus en plus travailler son attitude. C'est plus important que les outils, ça. On pourrait dire que c'en est un, mais c'est un outil dont on se sert qu'on le veuille ou non. Si je réussis, c'est ça qu'il faut attraper, c'est ce genre de pensée-là, c'est la peur, le doute. On dit quand je vais réussir. Très important. C'est vraiment ça le changement d'attitude. C'est plus important ça que la cohérence cardiaque, la relaxation de Jacobson et même le repérage somatique. Si on dit si, au lieu de dire quand, on peut faire tous les repérages somatiques qu'on veut, ça va être long. C'est l'attitude qui est plus importante. Dan Buglio, lui, se sert de très peu d'outils. Moi, je constate qu'il se sert d'outils, mais c'est vraiment la boîte à outils la plus étroite possible. Changer son attitude, sentir ses émotions, croire, avoir une bonne histoire. Vous dites, regardez-moi, je vais réussir. Je vais être une histoire de succès. Je vais vous donner un exemple, une étude qu'ils ont faite sur de la visualisation, tirée du livre de Lily Road. Ils ont pris des étudiants, ils ont choisi des étudiants aléatoirement. Ils sont répartis en 3 groupes. On mesure leur habileté à marquer des points au basketball. Le groupe 1 s'entraîne 30 minutes par jour. Le groupe 2, pas du tout. Le groupe 3 fait une séance de visualisation de 30 minutes. Ils s'imaginent, les yeux fermés, marquer des points. À la fin de 30 jours, le groupe 1 a augmenté sa performance de 24%. Ceux qui faisaient 30 minutes d'exercice par jour. Le groupe 2 n'a pas amélioré sa performance, évidemment. Ne faisait pas d'entraînement. Le groupe 3, qui a fait simplement de la visualisation, s'est amélioré de 23%. 23%. J'en avais déjà parlé avec se pratiquer au piano. Il y a des gens qui font un exercice de piano comme ça, avec leurs mains. Il y a des gens qui s'imaginent seulement faire l'exercice de piano. Il y a le même niveau de réorganisation neuroplastique dans le cerveau. Donc la visualisation, si on veut parler d'outils, est vraiment un des outils le plus important de tout le reconditionnement de la douleur. Son attitude mentale. C'est ça qui élimine la peur, qui élimine le doute. Se visualiser en train de réussir, changer son état d'esprit. Ne plus aller vers le désespoir, le découragement, l'impuissance. Ne plus ruminer, ne plus catastrophier. Quand on s'autocritique aussi, très important, elle le mentionne dans le livre, le cerveau perçoit ça comme une attaque physique. Il ne fait pas la différenciation entre une attaque physique où on aurait mal au coude parce que quelqu'un nous frappe et une attaque psychologique, psycho-émotionnelle où on se fait critiquer et ça nous fait mal. Le cerveau ne fait pas la différence. On arrête tout ça et on se visualise en train de réussir. Si vous dites si, ça va être long. C'est quand? Quand je vais réussir? Je me vois, on s'imagine en train de faire des paniers de basketball. On s'améliore presque autant que ceux qui le font. On fait semblant de jouer du piano dans notre tête. Il y a une réorganisation qui s'opère. Donc, imaginez le pouvoir de la visualisation, de vous voir comme étant en bonne santé, étant capable de faire ce que vous voulez. Imaginez-vous en train de marcher aussi longtemps que vous voulez avec un sourire aux lèvres. La la la. Qu'il fait bon de vivre. Qu'il fait bon de vivre. Et on commence à vivre de façon plus organique. On n'est plus dans une espèce d'horaire. Il faut que je fasse ma séance d'écriture. Il faut que je fasse mon repérage somatique.
On en fait un peu par-ci par-là, organiquement. Un autre discours qu'on entend évidemment, c'est que il y a des gens où c'est le contraire, je voulais mettre ce bémol. C'est des gens qui travaillent énormément, ils sont toujours dans la pression, le stress, et là ils ont besoin justement d'exutoire, de méditation, de relaxation dans leur vie. Ils le font, les symptômes s'en vont, et là on oublie. On ne fait plus le yoga, on ne fait plus la méditation. Les symptômes reviennent. Ça, c'est un peu, je voulais expliquer l'envers de la médaille aussi, pour expliquer qu'il y a beaucoup de différentes situations. Donc, c'était ça, c'était une vidéo sur les outils. Moi, plus j'avançais, plus je me débarrassais d'outils, plus j'essayais de vivre normalement. À la fin du processus, est-ce qu'il me restait zéro outil? Non, je faisais encore des repérages somatiques, je me visualisais, je surveillais mon état d'esprit, je sentais mes émotions. Un petit peu. Non, il y a un petit peu d'angoisse aujourd'hui. Bon, j'espère que cette vidéo a été utile. Si vous lisez le livre, je vous conseille de voir les outils qui vous sont proposés comme un buffet à volonté. On essaye ceux qui nous attirent le plus au début, mais ne pas devenir obsédé par les outils, s'enfermer dans une pratique stricte, quotidienne. C'est organique. La plupart des gens en douleur chronique se sont coupés de leurs émotions, leurs ressentis corporels et donc de leur intuition. Et ça fait partie du processus. Beaucoup de gens qui se plaignent, c'est ça. Mais c'est différent pour tout le monde. Il n'y a pas de recette. Non, il n'y a pas de recette. Et ça fait partie du processus justement de retrouver son intuition personnelle qu'on a perdue à quelque part en route. Donc oui, des outils, mais ne pas devenir obsédé par les outils. Et plus on réduit nos outils, l'utilisation, plus ça devrait être remplacé par ce qu'on pourrait appeler la vie normale, où on ne mesure plus. Et si on se sert d'un outil, justement, c'est tellement organique, comme la visualisation par exemple, qu'on ne s'en rend même pas compte. Est-ce que tu es en train d'utiliser un outil? Ah, ah oui, j'avais même pas remarqué. Je me visualisais en train de réussir. C'est un réflexe pour moi. Donc oui, les outils, mais on s'en sert de plus en plus de façon intuitive.